Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en direct, en public, à l'occasion de cette 4e édition de Planète e-commerce, c'est de la TRI pour les intimes, la 3e révolution industrielle dont nous allons parler à la tribune. Eh bien, les spécialistes du sujet, Cécile Alvernia que vous connaissez puisque depuis le début de cette tournée transition numérique qui en est aujourd'hui à sa 7e étape, c'est bien ça Cécile Alvernia, eh bien vous avez vraiment parmi tous les sujets que vous coordonnez, vraiment fait vôtre, si je puis dire, le message de la 3e révolution industrielle. Bonjour Cécile Alvernia. Bonjour, oui c'est un message important, on va en parler, mais il faut que tout le monde ne soit pas dans la peur, car si vous résistez, vous êtes mort. Mais si vous innovez, vous avez plus de chances de continuer et de participer à cette rupture qui est, on dit disruptive, c'est le mot à la mode. En tout cas, on parle de la fin du modèle capitaliste, tous les modèles que l'on a connus dans nos livres d'économie. Oui. C'est une alternative. Alors, on va parler de son prophète qui est Jeremy Rifkin dans un instant. Voilà. En tout cas, merci d'être présent à la tribune. Alors, à vos côtés, nouvelle venue, et j'espère pour longtemps, Frédéric, bonjour. Bonjour. Alors, Frédéric Delattre, alors votre titre, c'est directrice du programme Transition numérique au sein du groupe Orange, qui est très impliqué dans les objets connectés, l'intelligence ambiante, etc. Quand on parle de transition numérique et de 3e révolution industrielle, c'est logique finalement tout ça? Ah oui, c'est complètement logique pour Orange d'être dans cette voie de la transition numérique. D'ailleurs, le gouvernement et Fleur Pellerin ne s'y sont pas trompés au démarrage du programme. Et Axel Lemaire maintenant. Et Axel Lemaire maintenant, mais au départ, Fleur qui a repris le flambeau puisqu'ils sont venus vers Orange pour nous solliciter, pour être partenaire de cette révolution. Sachant que notre objectif chez Orange, c'est d'accompagner les TPE, les PME dans cette évolution, cette adaptation qui doit être vue comme une opportunité et pas comme quelque chose qui fait peur. Qui se subit, c'est au contraire un formidable booster pour le business de toutes nos TPE, nos PME. Et Orange s'y attelle de plein de façons, à la fois dans les réseaux, la fibre, le haut débit mobile, bientôt la 5G. LoRa. Laura, voilà, mais bon, c'est pas peut-être le sujet d'aujourd'hui puisque on est déjà très connu et on a beaucoup de choses à dire. Mais bien sûr aussi dans tous les services et les usages qui sont portés par ces nouvelles capacités, qui sont en train de naître. Voilà, qui sont en train de naître. Merci d'être avec nous, Frédéric. Un mot peut-être à rajouter en intro avant que je présente nos deux autres invités. Un mot sur le programme Transition numérique puisqu'on en a parlé, qui est un programme qui a été lancé en effet par le gouvernement pour aider les entreprises, PME, TPE, artisans, commerçants, qui sont, je le rappelle, quand même 80 à 90% du tissu économique français, à cette transition. Les grandes entreprises y ont été. Il y a les startups qui sont dans un programme qui s'appelle la French Tech. Mais dans transition numérique, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous qui devons comprendre ce qui se passe, être aidés, parce qu'on n'a pas appris ça tout petit, mais on apprend à marcher en marchant, donc on apprend à travailler avec les nouveaux outils et tout ce dont on va parler, en avançant. Eh bien, c'est un programme qui est suivi et avec des partenaires qui sont en partie sur le plateau. Voilà. En tout cas, merci d'être avec nous. Alors, intervenant également, alors vous accompagnez le programme vraiment dans différentes régions. Vous êtes sur le terrain ici même en Bretagne. Didier, bonjour. Alors, présentation, Didier, vous êtes conseiller entreprise logistique et responsable de la délégation dorée au sein de la CCI du Morbihan. La TRI, la 3e révolution industrielle, c'est quelque chose d'important. On en parle dans les chambres de commerce et avec les dirigeants en Bretagne. Alors effectivement, la CCI s'est approprié le sujet de la transition numérique depuis déjà un certain temps. Bon, sur le Morbihan, il existait un cluster numérique, un cluster TIC, qui était animé par le Conseil général du Morbihan. Ils ont, pour les raisons liées à la loi NOTRe, ils ont perdu la compétence économique. Ils nous ont demandé de reprendre l'animation de ce cluster à notre compte. Donc on est en train de relancer le cluster numérique sur le Morbihan. Mais sans parler de ce cluster, on a effectivement au sein de la CCI des actions. On a une conseillère spécialisée sur le numérique, Laure Le Breton, qui est actuellement en train d'animer un atelier. Donc on lance toute une série d'ateliers. On propose des diagnostics, e-commerce, diagnostics web pour les entreprises, les TPE.
Et puis, on va porter également des programmes. Je pense par exemple au programme Industrie du futur, là, qui a été lancé. Très important. Très important, où effectivement le numérique fait partie du périmètre de l'industrie du futur. Hein, comment améliorer, accélérer l'information dans l'entreprise, rendre l'information disponible, diffuser un peu les bonnes pratiques, les ERP, voire même les CRM, les APS dans les entreprises. Bon, l'information, c'est une donnée importante. Ouais. Eh ben, merci d'être avec nous. Alors, dernier intervenant et non des moindres, Alain Lecaux, vous êtes le directeur des grands projets régionaux pour Orange, hein, aussi bien la délégation régionale Bretagne et Pays de Loire. Donc là, la fusion s'est opérée au niveau d'Orange. Question simple, les grands projets aujourd'hui, est-ce qu'ils intègrent cette notion de troisième révolution industrielle, économie, ces nouveaux modèles économiques? Oui, on est tout à fait dans cette approche-là. C'est vrai qu'il y a les réseaux qui sont quelque chose d'indispensable, et la Bretagne, on est bien implanté, et la Bretagne aussi investit énormément dans les réseaux, car c'est indispensable. Après, la dimension intelligence, on l'aborde aussi par ce qu'on appelle les smart cities, les smart grids, tout ce qui est ville et territoire intelligent, et on le voit bien que la partie réseau et la partie intelligence, il y a une convergence qui est forte, et je reviendrai sur un certain nombre d'exemples. Aujourd'hui, effectivement, on est en plein dans cette dimension. Alors les grands projets, pour moi, c'est pas aussi que les grandes entreprises, c'est les petits pros, et dans le cadre du transition numérique, je mène des actions depuis 4 ans, avec l'ensemble de mes collègues, avec les chambres de commerce et d'industrie, pour aider les CCI à œuvrer sur leur territoire. On a aussi une particularité, c'est qu'on essaie d'être nous-mêmes dans les CCI. Moi, je suis conseiller technique. J'ai siégé pendant longtemps à la CCI de Quimper-Cornouailles, car en étant dans la CCI, à l'écoute aussi de ce qui se passe, on est encore plus impliqué dans la vie du territoire. Merci d'être avec nous. Alors, on va faire un petit peu d'histoire maintenant. On n'a pas beaucoup de temps sur ce plateau. Première, deuxième, troisième révolution industrielle. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Alors, première révolution industrielle, c'est l'arrivée... En fait, ce qu'explique très bien Jérémy Rivnin, c'est que chaque fois qu'il y a la rencontre avec une nouvelle énergie et un nouveau réseau, eh bien, on est dans une révolution et tout se transforme. La première, c'est l'arrivée du charbon, qui a permis de transformer, à un moment donné, l'imprimerie est arrivée, hein, donc c'est tout le savoir, toute la transformation. Et puis, surtout, de nouvelles voies, de nouvelles infrastructures, les voies navigables et ferroviaires. Donc, vous pensez bien qu'à ce moment-là, tout a changé. Et de là... les diligences sont parties, sont arrivées d'autres, les moines qui copiaient ne copient plus, les enlumineurs n'enluminent plus. Première révolution industrielle. Première révolution. Deuxième, rencontre avec deux énergies, l'énergie électricité, et les télécoms arrivent aussi. Donc, deuxième rencontre, et là, si vous voulez, réseau hertzien, téléphonie, etc. Donc, deuxième révolution industrielle, tout se transforme parce que l'information n'est plus pareille, etc. Et nous sommes dans la troisième, déjà depuis quelques années, mais il faut que tout le monde en prenne conscience. La troisième, c'est les énergies renouvelables, important, et surtout le réseau Internet. Et tout le numérique qui arrive. Et là, transformation radicale, tout se transforme. La façon de travailler, la façon d'apprendre, les MOOC, travailler, eh bien, vous êtes mobile, vous allez vite dans un tiers-lieu, dans un centre de coworking, quand vous arrivez, vous n'avez plus besoin de bureau, etc. Ce qui est important, c'est si les opérateurs nous ont mis le très haut débit, on en parlera, parce que sans très haut débit, c'est très difficile de faire des visioconférences. C'est une façon de payer différemment. Moi, j'adore, j'habite à la campagne et quand j'arrive ici, eh bien, j'ai eu la chance de chez moi de pouvoir prendre mon billet de train et de télécharger sur mon téléphone. Donc, tout est dématérialisé, j'ai plus besoin de rien. Alors, donc, c'est ça qui est intéressant. Et si on ne sait pas le comprendre, et si on ne sait pas s'en emparer, si on ne sait pas se réinventer, eh bien, on est balayé. Toutes les entreprises sont concernées. Des emplois meurent, mais des emplois se créent. Alors, on voit bien, c'est vrai que cette notion qui est vraiment sous-jacente à la troisième révolution industrielle, par exemple, c'est des nouveaux business models, l'économie de la fonctionnalité.
Deco qui nous met des vélos à la demande, Michelin qui ne vend plus de pneus mais abonne les flottes de camions à un service de dépannage en permanence. Ils ont du pneu, quoi. L'outil devient inconsommable. Cette tendance, on en est où? Est-ce que la prise de conscience, elle se fait pas? Comment vous la vivez vous-même en Bretagne? Comment on la vit avec un regard plus national? Qui veut témoigner par rapport à ces nouveaux business models? Allez, Alain Lecause. Alors, je vais parler des villes intelligentes. Effectivement, aujourd'hui, on travaille avec pas mal de villes dans l'Ouest sur comment rendre l'hyper-quotidienneté des salariés d'entreprise, des citoyens, mais il y a différents profils. Dans une ville, vous avez des étudiants, vous avez des touristes, les businessmen, businesswomen. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'on doit apporter de l'information en temps réel. Et on est tous... j'irais tellement impliqué dans la gestion de notre smartphone et des données qu'on aimerait avoir, on voit que les villes réfléchissent aujourd'hui pour délivrer un certain nombre d'informations pour que quand j'arrive par exemple à Vannes, sur la route, je pourrais avoir des informations m'informant déjà qu'il y a du trafic, le trafic est correct. Alors vous me direz, il y a d'autres applications qui le font, Wise ou Google. Non, l'idée là, c'est d'avoir une application qui soit vraiment à la main de la collectivité, de la ville. Et dedans, on peut embarquer, vous parliez des espaces de coworking, je veux me poser sur Vannes, je ne connais pas Vannes, je pourrais avoir demain en me disant, tiens, à tel endroit, il y a un espace de coworking disponible, il y a de la place, c'est à tel prix, j'achète. Je continue mon expérience utilisateur, je ne connais pas les parkings sur Vannes, de la même façon, ce matin, c'était complet en arrivant. Heureusement pour moi, je connaissais un peu Vannes, je suis allé sur un autre parking, mais si j'avais eu l'info en temps réel, j'aurais gagné un peu de temps. Donc, toutes ces transformations, aujourd'hui, les collectivités sont en train de prendre conscience qu'il y a une demande des citoyens, et des citoyens, mais des entreprises. Donc on voit apparaître un certain nombre de nouveaux usages et d'applications dans les villes. Alors, une réaction, peut-être d'autres exemples, Frédéric? La domotique aussi, on la voit complètement exposée. Donc la fameuse Smart Home, c'est ça? Voilà, Home Live, la sécurité dans la maison, la gestion à distance. Donc on voit toutes ces choses, la santé à domicile. Ça va être important. Du coup, tout le domaine des services en est complètement transformé. Et toutes les sociétés qui offrent dans ces domaines, tous les domaines vont être impactés les uns après les autres. Alors, tous les domaines vont être impactés. Ça, c'est le côté plutôt stimulant. La séquence frisson, c'est Uber. Je sais pas, on avait, la semaine dernière à Roubaix une conférence sur la blockchain, avec ces nouveaux outils de vraiment, enfin, de la disruption annoncée pour l'assurance, la banque, les notaires. Donc là, c'est la séquence frisson. La troisième révolution industrielle, c'est panique à bord, tout va changer? Ou c'est quoi? Aidez-nous, parce que on voit quand même dans la presse des choses qui font plus parfois peur que motivent nos entreprises. On leur dit quoi, nos chefs d'entreprise? Écoutez, c'est pas panique à bord, parce que si c'est panique à bord, on est foutu. Mais c'est essayer de comprendre. La première chose, c'est acculturation et formation. Si vous ne vous formez pas, si vous ne vous cultivez pas, si vous ne regardez pas ce que font les autres. Alors, dans le temps, on avait créé des tiers-lieux qui s'appelaient l'échangeur. Il fallait qu'on aille aux États-Unis, etc., il y a 15 ans. Aujourd'hui, il suffit de regarder autour de soi. Il y a des gens qui ont compris et qui ont... il y a plein d'exemples. Si je prends les taxis, puisqu'on a parlé de ce fameux Uber, j'ai pris un taxi hier pour faire la gare de Bercy où j'étais arrivé et la gare de Lyon. Non, la gare de Montparnasse. Et le taxi me disait... Oui, Uber, oui, Uber, oui, Uber. Je lui dis oui, mais vous, maintenant, vous allez utiliser. Si vous aviez pensé le faire, ils vont utiliser, puisque la ville de Paris et le gouvernement leur fait la même application qu'Uber. Ce que je trouve dommage, c'est que ce soit le gouvernement qui leur fasse. Mais ça aurait été bien, il y a 5-6 ans, quand je leur en parlais, ils ne comprenaient pas, ils résistaient. Ils pensaient qu'on allait les fliquer. Ils résistaient. Et ceux qui gagnaient, c'était les centrales de location. G7, Taxi Bleu, etc. Ils payaient très cher. S'ils s'étaient mis ensemble pour commencer à faire ce qu'a fait Uber, de l'open innovation. C'est dommage qu'ils n'aient pas pensé avant. S'ils s'étaient formés, informés et s'ils n'avaient pas résisté, ça aurait évité de faire tous les problèmes, etc. Conclusion, on en arrive à une chose, c'est que c'est quand même l'argent public qui va servir à leur faire l'application
qui aurait pu être fait entre eux. Les changements sont profonds. Frédéric, vous vouliez réagir? Pareil avec le paiement dans les taxis. Bon, il n'y a pas que sur les taxis, il y a aussi les marchés où on aime bien aller faire nos courses et ça va pas disparaître, ça. Mais le fait de résister, d'entendre les taxis en permanence dire je ne veux pas prendre de carte bancaire, de paiement pro, de choses comme ça. Ben, en fait, ils vont à l'encontre parce que qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va prendre un taxi, un véhicule, parce qu'ils sont tous équipés. Ils n'ont pas résisté à l'évolution. Et il faut bien prendre conscience. Moi, je pense que dans 20 ans, on n'aura plus de porte-monnaie avec des pièces et des billets. Non, mais c'est ça. Et les taxis, parce que le temps que ces débats, etc., ceux qui sont allés au CES ont vu les bagnoles qui se conduisent toutes seules. C'est-à-dire que le temps que ces braves gens se mettent d'accord, que finalement c'était une bonne idée, ils ont mis 5 ans. Et entre-temps, on voit arriver des bagnoles. Et donc les taxis qui vont rouler pour se conduire tout seuls, ils sont là. Techniquement, ils sont déjà là. Donc c'est un peu ça le monde. C'est-à-dire que, bon, mais en même temps, ça c'est le côté un petit peu opportunité. De l'autre, je continue quand même ma séquence frisson. Allez expliquer, parce qu'on pourrait dire, ça ok, la techno. Mais là, juste avant, il y avait sur ce plateau une start-up bretonne assez étonnante qui vient de connecter une pompe à bière. Alors, allez expliquer à un bar traditionnel que le bar traditionnel, c'est j'ai ma boisson, j'arrive, je paye le barman, et le barman, son métier, il s'est mis dans la tête, même chose que les taxis, que leur métier, c'était de conduire des gens d'un point A à un point B, alors que leur métier, c'est de faire passer un bon moment humain, plein d'amour à leurs clients. Ils n'ont pas compris. Les taxis, j'en parle même pas. Donc la troisième, et donc, parce que bientôt, le gars, il va arriver, il aura sa carte, la pompe à bière, elle est connectée, s'il faut, c'est sa boîte qui lui aura offert des boissons, mais pas de l'alcool aux heures du boulot, et le pot du soir. Enfin, c'est même plus le même client. Enfin, on voit bien que les modèles sont en train d'exploser. Donc déjà, expliquer ça au barman, c'est un premier problème. Mais le deuxième problème, c'est de la formation, c'est de la culturation. Il faut leur expliquer. Les cow-boys et les diligences, ils ont résisté, n'empêche qu'il n'y en a plus. Et chaque fois, je voudrais vous rappeler une chose très drôle, c'est quand on a lancé le Minitel, c'est l'ancêtre, on est tombé dans les archives de France Télécom. Eh bien, on a trouvé des choses horribles qui étaient dites sur le téléphone. Quand le téléphone a été lancé, il y avait des gens qui ne voulaient pas. Et ce qu'on a retrouvé, c'est des écrits, mais réels, qui sont dans les archives. Eh bien, des écrits qui disaient « Le téléphone va permettre aux femmes de prendre des amants ». Donc, on était contre le fait que le téléphone vienne chez les gens. C'était la première parce qu'on avait peur de cette révolution. Donc, je pourrais vous parler de tout ce qui s'est dit sur les messageries, etc. Donc, la résistance ne sert à rien. Tous ces gens, le téléphone est là. Le train est là, etc. Les gens qui vous connaissent, Cécile, savent que vous avez été pionnière dans tout ce qui était Minitel. Vous avez été vraiment parmi les pionniers au niveau de l'Internet, etc. Et je vois que vous êtes toujours d'attaque. Je suis toujours impressionné par votre enthousiasme, votre énergie. Frédéric, vous vouliez réagir? Je vous ai vu, peut-être non. Allons-y, Didier. Ce qui est important, peut-être, c'est que je pense que toute entreprise peut s'adapter. Mais je crois qu'il faut démystifier aussi les choses. On est dans un monde qui évolue. Après, je pense que pour une entreprise, une TPE qui veut rester connectée à son marché et puis connectée aussi à son client, l'important c'est de s'informer, de se tenir au courant. Donc nous, on essaye justement au travers des ateliers. On a fait des ateliers, par exemple, sur le panorama numérique de l'entreprise. Comment aujourd'hui une entreprise peut se connecter directement avec son client, comment on peut prendre la commande avec le smartphone directement chez le client, savoir si le produit est en stock, savoir s'il ne faut pas le relancer en fabrication. Donc ça, on a des choses qui sont devenues des standards de grands, mais qui sont très facilement accessibles à toute entreprise. C'est souvent un problème de culture bien plus que de budget ou d'investissement. C'est complètement démocratisé. Alors aujourd'hui, par exemple, les ERP, un ERP, c'est un logiciel de gestion intégré pour l'entreprise. On a encore beaucoup de TPE qui ne sont pas encore équipés, qui travaillent encore avec les moyens du bord. Un ERP, il en existe en open source, donc on peut très bien télécharger son ERP. L'ERP, pour ceux qui ne connaissent pas l'ERP, donc c'est l'outil de gestion complet qui gère la compta, les interactions, les ventes. Enfin, c'est vraiment l'outil qui permet, sans avoir de développeurs ou de directeurs informatiques, même pour la TPE, d'être comme c'est la Clio, c'est la toute d'une grande quoi. C'est le système qui se permet effectivement de gérer l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Un ERP, on peut le télécharger,
Par contre, c'est pas suffisant. Il faut quand même regarder, faire un peu l'étude des besoins réels de l'entreprise, bâtir son cahier des charges, aller chercher l'ERP qui répond vraiment aux besoins de l'entreprise. Après, c'est vrai que une entreprise s'adapte. Moi, j'ai des exemples de biscuiteries qui travaillaient pour la GMS, qui ont eu besoin de mettre en place de l'EDI, de l'échange de données informatisées, parce que c'est une exigence de la grande distribution. Les outils de web EDI, voilà, on arrive facilement à mettre en place, à les implémenter. Didier, ça c'était pour la séquence techno où on voit qu'aujourd'hui il y a une infra, il y a des réponses, il y a encore cette peur de la technologie. Mais comme il nous reste peu de temps, moi j'aimerais vraiment insister sur l'aspect humain, parce qu'on voit bien qu'on a tous des blocages. Un gars qui vend depuis des années des choses, allez lui expliquer que faire de l'open source, c'est-à-dire filer gratos son modèle, son truc, c'est une manière d'accélérer ses ventes. La plupart des acteurs du monde du libre l'ont compris. C'est-à-dire que je te le donne, mais du coup, j'ai pas besoin d'acheter des commerciaux puisque je te le file. Donc, je ne paye pas le commercial, je ne paye pas la structuration, je diffuse mon produit hyper vite. Et une fois qu'il est diffusé, bien évidemment, j'ai des modèles de vente additionnelle. Ça, c'est un des exemples de la troisième révolution industrielle. Il y en a plein d'autres. On a parlé de l'économie de la fonctionnalité. On pourrait parler de l'économie sociale et solidaire. On pourrait parler de tout ce qui est business circulaire aussi, où là, il y a des nouveaux business phénoménaux. Les déchets des uns deviennent la source de production des autres et ça tourne comme ça au niveau local. Enfin, 1000 nouveaux modèles où là on a tous l'impression qu'il y a une espèce de frilosité. Alors qu'est-ce qu'on leur dit? C'est un peu ça mon conseil. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des groupes, il y a des réseaux, il y a des programmes. Qu'est-ce qu'on fait très concrètement? Il y a des programmes. Vous avez dans toutes les régions des tiers-lieux, puisqu'on les appelle comme ça maintenant, c'est-à-dire des centres dans lesquels vous allez pouvoir trouver des conseillers, les CCI, les chambres de métiers, les offices de tourisme, les divers partenaires, les tiers-lieux, vous avez comment, là où on trouve les Fab Labs, vous en avez énormément. Vous avez le réseau Internet, c'est magnifique. Vous tapez centre de coworking, vous tapez tiers-lieu, vous tapez je cherche pour me former et vous trouvez. Donc, c'est quand même l'utilisation du réseau permet de travailler, de chercher. Donc partout. Et puis vous avez aussi des conseillers privés. Donc vous avez des gens dont c'est le métier de vous accompagner. Donc il y en a dans les institutionnels et il y en a dans les privés. À vous de les trouver. Tapez votre adresse, votre accélérateur, voilà. Formation et culture sont les deux mamelles de la transformation. Alain, la Bretagne, elle est bien placée dans cette course, là, justement. Est-ce qu'elle a l'infra? Est-ce qu'elle est à l'initiative? Oui, et sûrement. On va dire que déjà Orange investit fortement dans les réseaux, que ce soit la 4G, les réseaux fibres. Mais la région en Bretagne a lancé un plan très haut débit qui est en cours de déploiement. Et la Bretagne est une des premières régions en France où le très haut débit va être renforcé. Donc l'enjeu, un président de CCI justement parlait de la troisième révolution industrielle. Il me dit, l'enjeu pour moi en tant que chef d'entreprise également, c'est que je ne peux pas me permettre de ne pas avoir de réseau. Alors quel que soit le réseau, ça peut être du Wi-Fi, parce qu'aujourd'hui, le PC qui est là, demain il n'y aura plus de PC, ça sera sur une tablette. Donc la tablette, vous allez héberger vos applications sur le cloud. Donc si vous n'avez pas de connexion, comment travaillez-vous? Et l'enjeu, c'est celui-là. Donc nous, en tant qu'opérateurs, et souvent on nous dit, tiens, à tel endroit, il n'y a pas de réseau. On y travaille, parce qu'on est bien conscient qu'il faut qu'il y ait du réseau. Et ça, s'il n'y a pas de réseau, on pourra faire tout ce qu'on veut, ça sera pénalisant. Donc ça, c'est le premier aspect. Et dans le domaine des services, je pense qu'Orange aussi a une responsabilité d'accompagner dans l'usage et la mise en place de ces nouveaux services. Oui. Je vais citer un tout petit exemple. Il y a plein de témoignages sur YouTube sur le sujet. C'est le site web, la mise en place d'un site web. C'est basique, c'est vraiment basique. Et pourtant, tous les pros, les petits pros ont besoin d'être accompagnés. Et justement, on s'est engagé, nous, sur cette voie de faire le site web clé en main où on vous aide complètement de A à Z à monter le site, à voir où est-ce qu'il faut mettre la photo, quelle photo, comment va porter votre site en fonction de l'objectif que vous lui donnez. C'est pas si facile que ça. Et ça, on l'offre et on a un conseiller qui vous accompagne au-delà même de la création du site. Orange est vraiment en proximité en plus. Donc c'est ça notre objectif. Points d'entrée, proximité, réponse opérationnelle. Alors ça va du plus simple, le site web,
au plus, alors on a parlé d'IoT, on parle de toutes ces nouvelles briques technologiques, certaines étant... Moi, depuis quelques semaines, on est très militant sur la tendance de la blockchain. C'est vraiment une techno à suivre de près. Si vous ne connaissez pas ce qui est en train de se passer, regardez, suivez l'actu autour de ces mots-là, parce qu'on est à peu près convaincu qu'il va y avoir pas mal de phénomènes disruptifs autour de ça. La blockchain, c'est simplement, c'est la techno qui a donné lieu au Bitcoin, par exemple. Alors ça n'a pas marché, etc. Mais c'est cette techno-là. Et cette techno, le Bitcoin, donc cette monnaie, etc., a été très décrit, etc. Mais derrière, c'est vraiment un changement fondamental dans toutes les transactions de gré à gré. C'est-à-dire que je suis d'accord avec vous, on n'a plus besoin d'aucun intermédiaire, on se met d'accord. La blockchain, c'est un registre mondial ouvert dans lequel toutes les transactions sont une fois pour toutes cryptées et infalsifiables. Et donc on est d'accord, on met la transaction et c'est terminé. Donc ça veut dire que, je sais pas, par exemple, on avait la semaine dernière des gens de l'imprimerie nationale qui travaillent pour que définitivement vos diplômes soient encapsulés et plus personne ne peut les contester et plus personne ne peut falsifier un diplôme. Il y a un répertoire unique. Vous ne pouvez plus sur vos CV dire que vous avez telle licence ou tel master. Voilà, terminé. Est-ce qu'on a besoin d'un notaire pour faire une transaction? Pas forcément à l'heure de la blockchain. Est-ce qu'on a besoin d'une banque pour faire une transaction? Les banquiers sont très actifs dans la blockchain. Non. Est-ce qu'on a besoin d'un gouvernement ou d'un État pour des conventions, des transactions de gré à gré? Donc ça pose des questions philosophiques majeures. Il faut comprendre le mécanisme d'une monnaie. C'est déjà un peu technique. Moi-même, je frimerai pas sur le sujet. C'est un peu quand on a vu arriver Twitter, on disait mais Twitter, c'est quoi ce machin? Et puis en restant dessus, on finit par comprendre le machin. Mais bon sang, il se passe des choses dans cette dynamique de la troisième révolution industrielle qui vont changer le monde, la société. On n'est même plus sur du business, on est sur des logiques sociétales. Voilà. Mais je pense qu'effectivement, cette notion de réseau dont vous parliez, avec des points d'entrée qui sont clairs, il s'appelle Orange, il s'appelle le réseau de transition numérique, il s'appelle le réseau coworking, c'est la chambre de commerce. Cette notion de réseau, c'est vraiment la clé. Rapprochez-vous d'un réseau, travaillez. C'est un peu ça la conclusion. Il nous reste vraiment 40-45 secondes à chacun. Alain, votre regard et votre conclusion pour avancer concrètement sur cette TRI, cette troisième révolution industrielle. Notre action, nous, c'est la co-construction. Beaucoup de villes aujourd'hui sont dans une écoute. On ne peut pas imposer, faire quelque chose de descendant. Il faut écouter, co-construire avec les partenaires, co-construire avec les startups et aussi les citoyens. Donc pour moi, c'est ça l'enjeu. Merci en tout cas Alain Lecause d'avoir participé. Vous êtes joignable et je pense qu'aujourd'hui une partie de votre équipe et vous-même êtes mobilisés pour avancer autour du stand Orange sur des solutions opérationnelles. Didier, voilà. Votre conclusion. Alors moi je pense effectivement pour une entreprise, c'est rester en veille, on en a beaucoup parlé, c'est vrai que la veille c'est essentiel aujourd'hui, on ne peut pas rester tout seul, le monde est en mouvement en permanence, donc il faut rester connecté, en veille, et bien sûr on parle de veille commerciale, on parle de veille technologique, mais aussi une veille stratégique, c'est-à-dire que revoir sa stratégie, repenser ses domaines d'activité, ses clients, ses marchés. Je pense que l'entreprise doit rester effectivement en mouvance permanente et doit s'adapter avec les évolutions en cours. Il doit s'adapter et votre chambre de commerce est là pour vous aider à accomplir la transition. Didier Melazza, un grand merci. Frédéric, même question, mais là avec une approche nationale et ces programmes d'accompagnement à la transition numérique. Moi je dirais la transition numérique, c'est un peu aussi comme quand on était petit, on a appris à écrire, on avait cet esprit ouvert, on était des vraies éponges. Aujourd'hui, on a un nouveau stylo et on doit faire la même démarche. Donc apprendre, se faire accompagner. On avait nos parents, mais là, on a tous ces réseaux autour de nous, les CCI, plein de choses qui nous aident. Donc, et voir ça comme une nouvelle aventure qui nous ouvrira la possibilité d'écrire des livres et d'écrire du business. C'est une magnifique perspective. Merci Frédéric Delatte d'avoir participé à ce focus. La conclusion des conclusions, est-ce qu'il y a des thèmes, des éléments déjà qu'on n'a pas évoqués, qui sont peut-être structurants? Ce sera le mot de la fin. Oui. Et puis un dernier message sur ce programme Transition numérique. Déjà, je vais citer 2-3 secteurs d'activité qui m'ont vraiment étonné. À Roubaix et à Strasbourg. Roubaix, nous avons rencontré les gens qui ont créé impression-3d.com.
et machine-3d.com et construction-3d.com. Allez voir sur leur site. On se forme en regardant ce que font les autres. Les bonnes pratiques, c'est merveilleux. Eh bien, eux, ils ont réussi avec un robot à construire une maison en 24 heures pour le prix de 5 000 €. Ça, une vraie maison. Ils impriment une maison en béton. Et c'est extraordinaire. Il y a une vidéo, allez voir, construction avec un S-3d.com. Sur les sites internet, faites attention parce que souvent vous vendez des sites, etc. Mais on vous aide pas à faire que l'important d'un site, c'est comme une femme qui a un très beau bijou, s'il est dans le coffre, ça sert à rien. Eh bien, les sites, c'est pareil. Donc, j'ai rencontré justement à Roubaix des gens qui s'appellent site-analyseur.com, qui est conseiller, mais vraiment, et qui analyse votre site avec un outil et vous permet de le faire évoluer et surtout de le référencer correctement pour qu'on puisse se trouver. Et je voudrais terminer en disant 2 choses. La première, c'est que je conduis ma voiture. Je crois que je la conduis très bien. Ce qu'il y a sous le capot, je n'y connais rien et je m'en fous. Il y a des garagistes, il y a des techniciens. Eh bien, nous sommes, avec le numérique, pas dans de l'informatique. J'entends toujours parler d'informatique. Il y a des informaticiens qui sont là pour nous faire les logiciels, pour nous aider, etc., à faire la technologie. Pour moi, le numérique, ce sont les usages. Et dans toute révolution, quand on est derrière, eh bien, on paie un retard considérable, dit Gérard Berry, qui est un informaticien et qui est médaille d'or du CNRS. Et je vais terminer en citant aussi Michel Serres, que j'adore, qui est philosophe. Ce n'est pas avec la trouille qu'on invente. Si vous voulez inventer, il faut sortir des chemins bifurqués. Et je voudrais dire que si du temps du Minitel, j'étais journaliste, je n'avais pas découvert et écrit sur ce truc qui nous arrivait, et que je m'étais dit, c'est vachement formidable, je veux en faire, j'en ai fait. J'ai monté ma société. Avec le succès qu'on connaît. J'ai gagné. Et il y a plein de gens, les gens que je vous ai cités là, Construction, c'est un ingénieur de chez Bouygues qui s'est lancé. Et aujourd'hui, il a une vingtaine d'employés et il travaille pour le monde entier. Et siteanalyseur.com, exactement pareil. Il était dans une entreprise, une web agency. Il s'est dit, mais moi, je veux voir, je veux faire, et je vais faire encore mieux. Il s'est lancé, il a créé 15 emplois. Donc, n'ayez pas peur. Je suis en train de parodier quelqu'un que je ne connais pas, mais qui est mort depuis quelques temps. Voilà, allez-y, voilà, c'est le seul message que je voulais vous passer. Venez nous voir sur le hub de transition numérique qui est au-dessus, où on vous explique les 7 piliers de la transition numérique. Voilà, c'est au deuxième étage. Merci Cécile Alvérin, je crois qu'on peut vous applaudir tous les quatre. Merci à vous d'avoir assisté à l'enregistrement de cette émission. Merci à vous qui suivez régulièrement nos émissions à l'antenne de Planète e-commerce. À bientôt.